L'intro de Fight Club, c'est pas juste un mec avec un flingue dans la bouche. C'est pas juste une voix froide avec des images bizarres et un mec qui parle d'IKEA. Non, c'est une bombe à retardement. Une démonstration de cinéma millimétré où chaque plan, chaque phrase et chaque idée prépare une seule chose. Et ce qui est fou, c'est que tout est sous nos yeux sans qu'on ne puisse le voir au premier visionnage. Alors c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, pourquoi l'introduction de Fight Club est un pur chef-d'œuvre. Le film démarre sur un générique assez bizarre en images de synthèse, qui est en fait un voyage à l'intérieur du corps du narrateur, partant apparemment de son cerveau avant de sortir par la peau de son front pour révéler le canon d'un pistolet dans sa bouche. La première chose que ces quelques secondes mettent en place, c'est que l'histoire nous plongera au cœur de la psyché du héros, une sorte d'introspection au milieu de la peur et du chaos intérieur. L'esthétique bleu-gris avec des fibres nerveuses et des éclairs électriques crée une sensation d'instabilité. C'est des couleurs froides avec plein de trucs qui se passent dans tous les sens, mais qu'on peut pas vraiment comprendre pour le moment. Et tout ça est accompagné de la musique frénétique et des Dust Brothers, qui fait monter la tension par sa simple présence. On arrive dans l'histoire in media res, ce qui veut dire qu'on est directement immergé dans l'action. Le film instaure un ton très particulier, qui se déplace entre le drame sombre et l'humour noir. L'ambiance est assez glauque, avec des sujets autour de la souffrance, de la violence, etc. Mais il y a toujours un certain sarcasme qui nous rattrape. Par exemple, justement, la toute première scène où le narrateur a un pistolet dans la bouche, c'est une scène déjà tendue. On sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas pourquoi il est dans une telle situation, enfin on sait rien du tout quoi. Par contre, ce qu'on voit, ou plutôt ce qu'on entend, c'est sa voix off, donc la voix dans sa tête qui dit ça. With a gun barrel between your teeth, you speak only in vowels. Ce qui désamorce légèrement la gravité de la situation, comme s'il n'était pas vraiment en danger. Et justement, sa voix off, parlons-en. Elle nous donne accès à ses pensées intimes, ses frustrations et ses réflexions parfois cyniques, ce qui la rend complice avec nous. C'est un élément clé du style du film, vu qu'elle oriente énormément notre interprétation des scènes. Et dans cette toute première scène, elle a aussi pour objectif de poser l'intrigue et la structure en boucle. People are always asking me if I know Tyler Durden. Le point de départ narratif du flashback est là. On sait maintenant qu'on vient de voir la fin du film. Le but est donc de comprendre comment on en est arrivé là. No wait, back up. Let me start earlier. Le flashback démarre sur la présentation du personnage, du contexte, etc. Le protagoniste est volontairement anonyme, il n'est jamais appelé par son nom. Il apparaît comme un monsieur tout le monde, il a la trentaine, un emploi stable, un appartement bien décoré, bref, une vie en apparence réussie. Mais très vite, on découvre son profond mal-être. C'est grâce à son absence de nom que beaucoup peuvent s'identifier à lui. Il pourrait être n'importe quel mec lambda perdu dans la société dans laquelle il évolue. Son travail est complètement absurde et cynique. C'est un expert en risque pour une compagnie automobile, et il le décrit comme ça. A times B times C equals X. If X is less than the cost of a recall, we don't do one. Il va à droite à gauche examiner des restes de voitures accidentées, faire des calculs froids pour savoir si ça vaut le coup financièrement de rappeler les voitures ayant le même problème et donc les mêmes risques d'accident. Ce travail le descend plus qu'autre chose. Au final, tout n'est qu'une question d'argent. Et c'est normal, on vit dans un monde où l'argent a une importance très particulière. C'est le cas pour notre protagoniste, évidemment, mais aussi pour nous. C'est pour ça que je suis honoré de pouvoir aujourd'hui vous parler de CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne le savent pas encore, un VPN, c'est un outil qui vous permet de naviguer sur internet de manière sécurisée et anonyme. Parce que même en navigation privée, plein d'organismes peuvent voir ce que vous faites. Là, tout passe par les serveurs de CyberGhost VPN, donc tout est chiffré et protégé. Mais en plus de ça, il vous permet d'économiser de l'argent de diverses manières. Sur des abonnements, comme par exemple Spotify Premium, qui coûte 11,12€ par mois en France, si vous vous connectez à un serveur en Turquie, il n'est plus qu'à 1,10€. De même, quand vous voyagez, en vous localisant dans le pays que vous ciblez, ça vous permet d'avoir accès à de meilleurs prix pour les hôtels ou les billets d'avion, puisque quand on est un touriste, on prend tarif. Et pour vous, qui kiffez sûrement autant le cinéma que moi, ça ouvre l'accès à des catalogues extrêmement variés présents à l'étranger. Par exemple, si vous vous connectez à un serveur américain, vous débloquez instantanément tout le catalogue US de Netflix, avec des films et séries qu'on n'a pas du tout chez nous. Et ça fonctionne avec plus de 40 plateformes différentes. En un clic, c'est jusqu'à 50% de contenu supplémentaire auquel vous avez accès. Pour tout ça, CyberGhost VPN est l'un des leaders mondiaux. Alors, je vous demande pas de me faire confiance, mais plutôt de faire confiance aux 38 millions d'utilisateurs et aux très nombreux avis Trustpilot de gens très satisfaits. Je l'utilise moi-même depuis quelques temps et j'ai pu protéger tous mes appareils ainsi que ceux de ma copine, puisque un seul abonnement protège jusqu'à 7 appareils. C'est évidemment compatible sur tout ce que vous avez. Si vous avez envie de tester, mon lien est en description avec 83% de réduction, soit 2,03€ par mois. Ça soutient vraiment la chaîne et le produit est vraiment bon, alors foncez. Cela étant dit, revenons à Fight Club. Même si notre narrateur croise beaucoup de gens, il n'a aucun ami ni partenaire au début du film. Tout lui paraît vide de sens. Comme tous les objets à usage unique, ce côté usage unique qu'il ressent même dans les relations humaines. The people I meet on each flight, they're single-serving friends.
Between takeoff and landing, we have our time together, but that's all we get. De toute façon, tout ça est difficile à gérer à cause de l'état dans lequel il est, celui que nous apprend sa voix off. When you have insomnia, you're never really asleep, and you're never really awake. À cause de son insomnie, il est en permanence dans un état flottant, jamais vraiment attentif, jamais vraiment là, mais jamais vraiment autre part. Un indice sur sa future dissociation mentale. Et c'est quand il est dans cet état que, dès le début du film, on voit des images subliminales de Tyler à l'écran. Fincher sème ainsi le personnage dans l'inconscient du spectateur, ces quelques images nous intriguent, tout comme le narrateur doit se le demander, on se demande si on a bien vu. Le réalisateur nous permet de ressentir sa profonde solitude grâce à sa mise en scène et ses décors. Les lieux comme le sous-sol de l'église où se tiennent les groupes de parole sont délabrés, avec des chaises en cercle et du café tiède. Les scènes de nuit, les rues désertes quand il erre insomniaque, ou au contraire la foule impersonnelle des aéroports, construisent une sensation d'isolement au sein de la masse. Et on a beaucoup de plans larges et froids pour montrer ce même sentiment. Pour créer un fort contraste et une opposition à ça, l'appartement du narrateur est quant à lui très ordonné. Chaque meuble est impeccablement disposé et on le découvre comme un magazine de vente, avec les références des produits et leurs prix. C'est un procédé évidemment tiré de la publicité, ce qui montre l'identité factice que le narrateur essaie de se créer. C'est évidemment l'un des thèmes principaux du film, la société de consommation et le matérialisme. On nous décrit un personnage qui cherche un confort matériel vide de sens, qui a une obsession du beau, du stylisé, du moi idéal, qui finira par voler en éclats pour conclure la première partie du film et qui montrera à quel point l'attachement à ces meubles était fort pour le narrateur. Mais on reparle de ça plus tard. Face à sa grande souffrance intérieure, on voit que le narrateur n'arrive pas à trouver d'aide, dans ses relations, au travail et même chez le médecin. Hey, come on. I'm in pain. You want to see pain? Swing by First Methodist Tuesday nights. See the guys with testicular cancer. That's pain. Et c'est indirectement grâce à cette phrase que le médecin va lui apporter une sorte de solution, simuler la souffrance pour ressentir quelque chose. C'est dans les groupes de parole pour maladies graves, que le protagoniste n'a pas, qu'il va se reconnecter à lui-même et aux autres. Ils vont être un moyen de pleurer, de se libérer et simplement de dormir, donc physiquement et mentalement très réparateur pour lui. Tout ça dans une mise en scène intimiste, feutrée, des personnes comme exclues de la société qui s'écoutent entre elles. On a de la compassion pour lui, on saisit que derrière son sarcasme, il est désespérément en quête de réconfort et d'authenticité. Mais on peut pas oublier les faits. Il se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, avec des problèmes qu'il n'a pas, pour se créer une pseudo-thérapie par la compassion des autres. Ce stratagème révèle un aspect pathétique et malhonnête de lui. Et le fait qu'il utilise des pseudonymes différents pour chaque groupe, Cornelius, Rupert, etc., met en place l'habitude et l'idée dans sa tête d'avoir plusieurs identités socialement simulées. Ironiquement, il se sent plus vivant au milieu de gens mourants. Et le choix de réunir les groupes de parole dans les sous-sols d'une église, plutôt que dans n'importe quel bâtiment municipal, il est pas anodin non plus. C'est une symbolique d'une quête spirituelle détournée. Le narrateur, comme d'autres paumés, vient y chercher une forme de salut émotionnel, un peu comme certains cherchent refuge dans la religion. L'église est un lieu sacré, mais ici, c'est utilisé pour des thérapies de groupes laïques. Il y a une ironie à ce que la seule messe qui fasse du bien aux héros soit des cercles de parole où l'on partage la souffrance. C'est un symbole de la communauté perdue à laquelle l'homme moderne aspire. Il trouve plus de vérité et de compassion auprès d'inconnus malades qu'en poursuivant sa vie normale. En somme, il dresse le portrait d'un homme au bord de la rupture, tiraillé entre une vie bien rangée socialement et un vide intérieur immense. Au milieu de tout ça, il va rencontrer un personnage qui pourra faire rire au premier abord, mais deviendra finalement l'un des plus importants de l'histoire. Je parle évidemment du bon Bob. Bob est celui qu'on a en tête quand on pense au groupe de soutien, celui qui tient fermement dans ses bras le protagoniste quand on le voit en larmes, libérant enfin ses émotions bloquées. Et Bob a un physique, pour ainsi dire, particulier. Suite à un cancer des testicules, il les a perdus en partie ou en totalité, ce qui a énormément réduit son taux de testostérone. Suite à ça, lui est apparu des seins, donc des attributs jugés féminins dans la société. On a le symbole même d'un autre grand thème du film, la masculinité en crise. Ce personnage est devenu malgré lui une figure presque maternelle pour le narrateur. C'est dans ses bras qu'il pleure, il a ce côté rassurant quand on lui parle, etc. Toute cette mise en scène montre des hommes castrés, vulnérables, en quête d'affection, reflétant le propre sentiment d'impuissance du héros. Gardez tout ça en tête, c'est l'un des éléments les plus importants pour comprendre l'apparition de Tyler juste après. Mais avant ça, parlons de Marla. Voilà comment on découvre Marla Singer pour la première fois. Ready to cry. This was my vacation. And she ruined everything. This is cancer, right? Dans le groupe de parole pour un atteint de cancer des testicules, elle dénote fortement de l'environnement. Vêtue de noir, style un peu gothique, cigarette dans la bouche, elle est la seule femme au milieu de ces hommes malades, ce qui est immédiatement intriguant et dérangeant, comme si un intrus était présent. Fincher montre à travers ses plans de caméra qu'elle a fortement capté l'attention du narrateur. Il la remarque à travers la foule. Marla, the big
tourist. Sauf qu'elle est en réalité comme un double inversé pour lui. Tout ce qu'il fait en secret, elle le fait aussi. Her lie reflected my lie. En sa présence, il n'arrive plus à pleurer ni à se libérer émotionnellement, ce qui annule l'effet réparateur que ces séances avaient sur son insomnie. Donc Marla est introduite comme un élément perturbateur dans la fragile routine qu'il s'était construite. Dès qu'elle est là, il rechute dans l'insomnie. Ce ressentiment qu'il a à son égard, sans jamais lui avoir adressé la parole, ce mélange de haine et de fascination implicite, établit un lien fort entre les deux, même s'il est négatif à ce stade. Durant toute l'introduction, Marla reste assez mystérieuse. Elle a un comportement désinvolte, cynique, presque autodestructeur dans son attitude. Lorsque le narrateur la confronte pour qu'il se partage les groupes de soutien, elle répond avec détachement et provocation. Testicular cancer should be no contest, I think. Well, technically, I have more of a right to be there than you. You still have your balls. On comprend qu'elle aussi cherche quelque chose dans ces lieux, sans doute combler un vide semblable à celui du narrateur, mais elle n'en montre aucune gêne ou honte. Au contraire, elle assume pleinement son imposture, ce qui la rend à la fois exaspérante et attirante pour le narrateur. Elle apporte donc une ambiance d'anarchie et de morbidité chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, ce qui rappelle certains aspects de Tyler, et ce n'est certainement pas une coïncidence. Mais encore une fois, on y revient juste après. Bon, j'espère que je vous perds pas, j'essaie de faire les choses dans l'ordre et du mieux que je peux. D'ailleurs, j'en profite, pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Je suis encore qu'au début de ma grande aventure YouTube, alors rejoignez-moi. Tout est comme devenu brouillon et éphémère dans la tête du protagoniste, avec son insomnie qui le fait s'endormir à un endroit et se réveiller à un autre en ayant peu voire pas de souvenirs. C'est comme si rien n'avait vraiment de sens. Le montage rapide nous fait comprendre son point de vue. Les vols d'affaires, les hôtels, les petits objets à usage unique comme je vous le disais plus tôt, tout finit par être fractionné, sans réelle attache, de la consommation pure et simple. If you wake up at a different time, in a different place, could you wake up as a different person? Le thème du dédoublement de personnalité est évoqué par le personnage principal lui-même, qui se fait la réflexion, une réflexion philosophique et ma foi très intéressante, mais une réflexion que l'on entend au moment même où la caméra filme Tyler, qu'on ne connaît pas encore à ce moment-là du film. La voix off nous sert de repère, de sorte de journal de bord pour comprendre sa vie et ce qu'il ressent, toujours dans son unique point de vue et très subjectif. Et c'est au plus bas, dégoûté par son métier, seul, en énorme manque de sommeil, qu'il rencontre Tyler Durden, avec sa première vraie introduction du film dans l'avion. Le héros, vidé et cynique, engage une discussion avec ce voisin de siège charismatique qu'est Tyler. La scène est marquante par le contraste entre les deux. Tyler apparaît décontracté, extraverti et un brin insolent, là où le narrateur est pâle et tendu. Tyler est habillé de façon voyante, avec une chemise à motifs, des lunettes de soleil, etc. Il a un sourire assuré, enfin bref, il dégage tout de suite une aura cool, inspirante et de rébellion. Le dialogue dans l'avion sert à définir Tyler. Il lance des phrases un peu choquantes qui remettent en perspective notre vision de certaines choses. You know why they put oxygen masks on planes? So you can breathe. Oxygen gets you high. In a catastrophic emergency, you're taking giant panic breaths. Suddenly you become euphoric, docile. You accept your fate. Le narrateur est à la fois déstabilisé et fasciné par Tyler, qui semble exprimer tout haut des vérités dérangeantes. Il découvre aussi une coïncidence. We have the exact same briefcase. En effet, ils possèdent la même mallette, évidemment un symbole qui les associe visuellement. Cette rencontre est brève mais intense, et Tyler donne sa carte de visite bizarre au protagoniste. Un vendeur de savon, c'est clairement pas commun. Dès cette introduction, Tyler est présenté comme l'opposé le plus total du narrateur niveau personnalité. Il a une réponse et une théorie sur tout, ce qui lui donne un air très sûr de lui. En quelques minutes, il remet en question des choses que le narrateur acceptait sans broncher. Par exemple la sécurité aérienne ou l'attachement aux objets. Things you own end up owning you. On sent une philosophie anticonformiste en lui qui intrigue le narrateur autant qu'elle le déstabilise. Niveau caméra, Fincher filme Tyler avec des angles qui le magnifient légèrement, ou au moins inconsciemment. Par exemple des plans en contre-plongée modérés ou bien centrés qui le distinguent dans l'espace de l'avion comme quelqu'un de notable, d'important. Tout cherche à faire de Tyler une figure mémorable dès sa première scène. Il est un symbole de masculinité brutale et libérée des codes sociaux, donc un énorme contrepoint avec la masculinité dans laquelle baigne le narrateur. C'est exactement pour ça qu'il est attiré par Tyler. La question est donc posée, qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Les deux opposés sont mis en scène, le héros incarnant Monsieur Tout-le-Monde tentant d'évoluer dans cette société. Au moment de l'explosion de l'appartement du narrateur, qui est la fin de la première partie et le point de bascule de l'histoire, ce que je considère comme étant la fin de l'introduction du film, la mise en scène accentue l'effet de choc. On voit le protagoniste errer parmi les débris calcinés de ses possessions, filmé en travelling pour montrer l'ampleur des dégâts. Fincher n'hésite pas à utiliser des effets spéciaux pour à la fois expliquer la cause de l'explosion et montrer le cerveau tourmenté du héros. Le thème de la société de consommation est bousculé par l'explosion, ouvrant la voie à la remise en question totale du mode de vie qu'il a embrassé
pendant des années. Il est évidemment choqué par tout ça, mais pas tant que ça. Genre pas autant qu'il aurait dû l'être. Lui qui accordait tellement d'importance à ses meubles, ses possessions, au moment de tout perdre, il a l'air d'être déjà en partie détaché. Comme s'il savait déjà que ça n'avait aucun sens. Et c'est par la suite de ça, au moment où il doit choisir quoi faire, qu'il décide d'appeler Tyler. Pas un parent, pas de la famille, pas un ami, même s'il en a pas réellement, mais il aurait pu appeler, je sais pas, Marla, à qui il a déjà parlé plusieurs fois, mais non. C'est bien l'inconnu rencontré le temps d'un petit vol en avion qui l'appelle. Cette graine anti-système, anti-matérialiste est déjà implantée en lui. D'ailleurs, on apprendra plus tard qu'il avait lui-même explosé son appartement. Enfin, en tout cas, son propre corps l'a fait. Il se retrouve dans un bar. Cette scène clôt le premier acte et achève de présenter Tyler plus en profondeur. Il continue de briller par son originalité. Il tourne en dérision la tragédie de l'explosion, suggérant que c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver au narrateur. En quelques dialogues, il se positionne en sorte de mentor qui va guider le héros vers quelque chose de radicalement différent. La scène du parking juste après, où Tyler propose au narrateur de le frapper, I want you to hit me as hard as you can. marque réellement le basculement. Tyler introduit la violence libératrice qui donnera son nom au film, c'est la naissance du Fight Club à proprement parler. Gentlemen, welcome to Fight Club. Toute cette première partie de Fight Club agit comme une véritable montée en pression. On commence dans la tête d'un homme au bord du gouffre, on le suit dans un quotidien vide de sens, dans une société qui lui a forgé une vision du bonheur faussée. Et à mesure que le film déroule ses images, ses dialogues et ses symboles, on comprend que ce n'est pas juste une descente aux enfers, mais un long processus de dissociation. Chaque détail posé par Fincher dans cette introduction n'est pas anodin. Tout prépare l'explosion, celle de l'appartement bien sûr, mais aussi celle du narrateur. Et à ce moment précis, quand tout s'effondre, ce n'est pas un appel à l'aide qu'il passe, mais un appel à la révolte. Parce que Fight Club, dès ses premières minutes, ne parle pas seulement d'un mec qui perd la tête. Il parle de quelqu'un qui cherche à renaître, et parfois, pour renaître, il faut savoir finir en cendres. Merci d'avoir regardé la vidéo, elle m'a demandé beaucoup de travail, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Encore un grand merci à CyberGodsVPN qui m'a accompagné pour la réaliser. Avec eux, vous pouvez protéger votre vie privée sur cet appareil, et contourner les restrictions géographiques pour seulement 2,03€ par mois. Le lien est en description. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et les autres projets qui arrivent. Moi je vous dis à très bientôt.